Cette présentation a pour objet de montrer un exemple de la mise au travail du concept de jeu d'imitation dans mon travail de recherche et de le soumettre à la réflexion collective. Le domaine d'enseignement est l'éveil à la diversité linguistique et culturelle à l'école maternelle. Ce travail s'effectue sous la direction de Brigitte Gruson et Carole Lehénaf. Tout d'abord, ce travail s'élabore autour de 3 questions centrales. Qu'est-ce que comprendre ? Qui évoque la nécessité de définir pour moi la notion abstraite de compréhension. Puis, dans le cadre scolaire, il s'agit bien d'être en mesure de lire ce que les élèves donnent à voir de leur compréhension, d'où la seconde question, qu'est-ce que témoigner de sa compréhension pour de jeunes élèves ? Enfin, à partir des éléments de réponse à ces 2 premières questions, nous nous interrogeons sur les situations d'apprentissage à construire qui peuvent favoriser le développement de compétences de compréhension orale. Le cadre théorique emprunte à différents champs qui figurent sur cette diapositive. Ce travail de recherche s'appuie sur les notions développées en TACD pour décrire, analyser les situations didactiques telles que celles de jeu de langage forme de vie. La TACD reprend la notion développée par Wittgenstein de jeu de langage forme de vie pour souligner que tout énoncé, tout élément linguistique pour être compris doit être référé au système linguistique dans lequel il fonctionne. Le jargon étant le langage particulier utilisé dans un certain contexte. Dans notre étude, par exemple, il s'agit du jargon de la pratique culinaire. Le contrat renvoie au déjà là, à ce que l'élève sait déjà. La TACD distingue 2 composantes du contrat didactique, sa composante transactionnelle, c'est-à-dire les comportements du professeur produits en vue d'orienter l'action de l'élève dans telle ou telle direction et réciproquement. Sa composante épistémique, c'est-à-dire ce qui correspond au savoir que les transactants savent partager. Le milieu décrit comme l'environnement de l'action, un état du monde problématique qui présente un certain nombre d'aspérités permettant d'activer des stratégies, des contrats susceptibles de résoudre le problème, et le contrefactuel qui lui envisage d'autres possibilités d'action. Il a une double fonction, mieux comprendre la pratique et en proposer des transformations. En particulier ici, je vais m'intéresser à la notion de jeu d'imitation. Tout d'abord, nous pouvons relever dans les programmes de l'école maternelle de nombreuses préconisations relatives au jeu symbolique appelé jeu d'imitation, de faire comme si. Le jeu d'imitation s'appuie sur la reproduction différée de scénarios de la vie courante. À l'école, dans des espaces aménagés à cet effet, les enfants retrouvent des décors et des objets familiers. Ceux-ci vont déclencher la reproduction d'actions ou de chaînes d'actions. Si nous nous tournons vers Piaget, selon les stades de développement de l'enfant, l'imitation revêt différents statuts, depuis des formes qu'il appelle primitives, la répétition par exemple d'un son ou d'un mouvement qu'il sait déjà produire, vers le statut de fonction psychologique, l'enfant est capable d'utiliser des compétences acquises pour résoudre des problèmes. En TACD, le jeu d'imitation modélise le système de coaction professeur-élève et notamment la monstration comme système dynamique. Imiter, c'est être capable de reconnaître chez l'autre et dans les formes représentations qu'il produit l'accomplissement d'une activité savante. L'imitation peut être réplicative, c'est une reproduction de ce qui a été montré, de la forme, c'est une répétition par exemple en langue vivante étrangère. Et parfois, la répétition est le seul recours, comme l'a montré Gruson, quand on n'a pas compris. L'imitation peut aussi être créatrice, quand celui ou celle qui imite comprend le sens de ce qu'il imite. Ce travail de recherche de type coopératif s'effectue au sein d'un collectif qui s'est constitué au cours de l'année 2018 sous la direction de Carole Lehénaf. Nous avons intégré le réseau des Léa adossé à l'IFE, réseau qui se donne comme enjeu d'impulser la coopération entre chercheurs et praticiens porteurs d'un projet éducatif commun. Ce collectif est une équipe pluricatégorielle. Il a vu le jour suite à un appel à projet de la direction académique des services de l'éducation nationale visant à développer les pratiques scolaires de cet enseignement intégrées au nouveau programme de l'école maternelle. L'épisode qui va être décrit plus loin est issu d'une situation mise en œuvre durant l'année 1 de notre ingénierie. Nous avons collectivement choisi de travailler à l'élaboration d'une situation didactique qui renvoie à une pratique sociale ordinaire, la recette de cuisine. Puisque nous considérons que comprendre nécessite la reconnaissance de l'arrière-plan de la pratique,
Nous partons du postulat que les élèves peuvent identifier la situation à partir de leurs expériences et des connaissances qu'ils y ont construites. Ils pourront s'appuyer sur des situations vécues dans le contexte familial, où cuisiner est une pratique sociale ordinaire. On cuisine pour se nourrir, on doit être capable de comprendre un certain langage pour réaliser des recettes. Et aussi sur des situations de classe, donc des situations où c'est une pratique scolaire qui correspond à un autre jeu de langage, forme de vie, puisqu'il s'agit de comprendre pour faire, puis d'expliquer à d'autres comment faire. Voici maintenant quelques éléments de contexte et aussi méthodologiques. Le recueil de données est constitué des films réalisés dans les 5 classes, chacune ayant travaillé sur une recette particulière dite en langue étrangère. Pour notre recherche, nous avons produit des analyses de 4 séances de la séquence, en nous focalisant sur des épisodes qui donnaient à voir des manifestations de compréhension de l'oral par les élèves. Ainsi, des analyses épistémiques des recettes ont été produites, les séances ont été filmées, ont été transcrites. Avant d'exemplifier le travail d'analyse produit, nous rappelons les questions qui orientent celui-ci, que vous pouvez lire sur le diaporama. Pour chaque épisode choisi, nous avons procédé de la même manière, c'est-à-dire qu'une première description en langage commun a été réalisée, suivie d'une redescription à l'aide des notions de la TACD, puis nous avons imaginé un contrefactuel. Cet épisode correspond au moment où mère R indique aux élèves la quantité de beurre à utiliser. Donc rappelons que mère R est une mère d'élève qui est russe. Nous avons choisi de le présenter car il nous paraît emblématique de l'activité de compréhension de l'oral que les élèves ont donné à voir. L'élève qui est indiqué par la flèche n'est pas de culture russe et ne connaît pas la langue. Dans la transcription, vous avez exactement les paroles qui sont dites pendant cet épisode. Écoutons maintenant mère R. Примерно 50 грамм. Donc, après l'écoute, on peut remarquer que le mot gramme en russe offre une prononciation proche de la forme française gramme et 50 peut être entendu comme 17. C'est alors que l'élève chuchote à sa camarade et aussi aux adultes qui sont derrière 17 grammes. En l'absence de connaissances précises sur ce qui a déclenché l'action de l'élève, nous en proposons 2 descriptions. Примерно 50. La première description que nous proposons est que l'action réalisée par l'élève est une action de répétition d'une partie de l'énoncé. Cette répétition est rendue possible grâce à un travail de repérage d'une partie de l'énoncé. L'élève a procédé à une segmentation du flux sonore. Elle a été attentive à ce qui a été dit et comment ça l'a été pour être en mesure de le reproduire. Ce travail a pu être facilité grâce à la proximité phonologique de ce qui est produit avec la langue française. Elle a utilisé le crible phonologique de la langue 1 pour identifier des sons qu'elle connaît. Proposons maintenant une redescription. Si nous considérons le milieu ici constitué d'éléments matériels, des ingrédients et des ustensiles, et symboliques, les gestes réalisés et les mots prononcés, nous observons que certaines formes orales que l'élève reconnaît font partie de son déjà là. Elles font signe et déclenchent une réponse activée par le contrat de répétition que l'on peut voir comme une imitation réplicative. C'est-à-dire que nous considérons son crible phonologique comme élément de son déjà là qui l'aide à traiter le flux sonore et à faire un traitement de segmentation. C'est une imitation réplicative dans la mesure où ce qu'elle produit, c'est ce qu'elle sait déjà faire sans forcément compréhension de la forme. Nous en proposons maintenant une deuxième description. L'action de l'élève est vue cette fois comme une reformulation, une traduction de l'énoncé dit en russe qui correspond à un travail de lecture et d'interprétation. L'élève se retourne vers ses camarades et les adultes pour demander la validation de son énoncé. Ce n'est donc pas une simple répétition. Elle requiert un traitement plus en profondeur du matériau sonore, des repérages lexico et syntaxiques. On peut reconnaître un phénomène de colocation. Devant une unité de mesure, on trouve un nombre. L'élève va au-delà de la reproduction pour créer un énoncé à partir de ce qu'elle sait et de ce qu'elle a reconnu de la situation. L'information donnée
porte sur la quantité de beurre. Redécrivons cet épisode. Le travail du milieu est plus dense. L'élève établit des relations entre les différents signes qu'elle perçoit. La situation, l'action de couper le beurre avant de l'ajouter aux autres ingrédients de la recette, et les mots, ce qu'elle connaît, ce qui la rend capable d'émettre une hypothèse sur ce qui est nouveau et de donner un sens à ce qui est dit. En reformulant les propos de mère russe, elle exerce une activité de médiation, elle lit la forme de vie jeu de langage, l'indication de la quantité de beurre, elle produit des stratégies de compréhension orale, segmentation, catégorisation, interprétation, qui lui permettent de construire un sens à l'énoncé. L'imitation peut alors être vue comme créatrice. Ces deux descriptions mettent en lumière le potentiel stratégique dont disposent les élèves pour comprendre un énoncé. Mais le fait de se reposer sur le déjà là ne suffit pas pour aller au bout du problème de l'interprétation de l'énoncé dont une seule partie est valide. Construire du sens, c'est se reposer sur un faisceau d'indices. Le connaisseur pratique de la cuisine, en voyant le geste, aurait évalué autrement la quantité. Le rappel d'expériences antérieures aurait permis aussi de mettre en évidence que le nombre 17 est rarement utilisé dans les recettes quand il précède l'unité gramme. Le contrefactuel produit propose une autre manière de faire qui repose sur un positionnement différent de l'enseignante, qui se saisit de la proposition de l'élève qui devient élève origine pour orienter l'attention des élèves vers l'énoncé produit. Elle pose donc aux élèves le problème de la validation de l'énoncé. Elle en fait l'objet d'études de tous et les guide dans la lecture du milieu par un questionnement précis, en l'aménageant. Par exemple, elle peut procéder à plusieurs écoutes de l'énoncé de manière à amener les élèves à faire le travail de reconnaissance des formes orales, notamment celle de gramme. Elle travaille donc à la discrimination auditive et l'appuie sur les mots transparents. Elle peut travailler aussi à la mise en relation de l'énoncé et du contexte pour favoriser l'élaboration du sens. Qu'est-ce que peut bien nous dire mère russe à ce moment-là, quand elle coupe le beurre? Il s'agit aussi de faire un travail d'inférence, c'est-à-dire de découvrir l'inconnu à partir du connu. Et mettre en évidence que la quantité précède toujours l'unité. Enfin, elle choisit d'interroger la validité de la quantité donnée. Comment quantifier 17 grammes avec comme seul ustensile le couteau? Montrer ce qui est à disposition, la gradation sur la plaquette, ou demander à mère russe d'écrire en chiffres la quantité exprimée. Il s'agit d'aider les élèves à contrôler leur activité de compréhension, de les amener à vérifier systématiquement les hypothèses premières et donc de développer des stratégies métacognitives. Voici maintenant quelques éléments de bibliographie. Et merci pour votre attention.